Il se veut le chantre de la droite décomplexée, au risque d'être critiqué, sinon rejeté désormais par une partie de son camp. Jean-François Copé est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'UMP qui se divise, donc la compétition pour sa présidence, eh bien nous en parlerons dans un quart d'heure avec Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse, notre partenaire. Et puis Perrine Tarnaud nous rejoindra et vous interrogera sur les passages les plus personnels de votre livre-programme, donc pas celle sur le racisme anti-blanc ou bien le sort subi par certains enfants durant le ramadan, mais les pages qui concernent notamment votre histoire familiale. Les téléspectateurs réagissent et posent leurs questions par le biais de l'application TV Check d'Orange, notre autre partenaire. Les attaques contre l'exécutif, d'abord, si vous voulez bien, Jean-François Copé, je parle d'attaque car là, je constate que les mots sont de plus en plus forts. Le mot imposture, par exemple, est sorti de votre bouche. Est-ce que vous condamnez par avance le chef de l'État, son Premier ministre, ou est-ce l'un des effets, là encore, peut-être collatéral de la campagne interne à l'UMP? Mais ça n'a rien à voir avec la campagne de l'UMP. Je crois que en 5 mois, les Français sont en train d'ouvrir les yeux sur ce que nous avions, et moi en particulier, avec mes amis, dénoncé tout au long de la campagne. François Hollande s'est fait élire sur une imposture. Il a fait croire aux Français que l'essentiel des malheurs de notre pays venait de ce que Nicolas Sarkozy était à la tête du pays. Et il a fait croire que pour ce qui le concernait, il n'allait pas augmenter les impôts et qu'il allait en réalité faire ce que nous ne faisions pas. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit qu'il a systématiquement supprimé toutes les mesures excellentes que nous avions prises. Je pense en particulier à la détaxation des heures supplémentaires pour les gens qui, du coup, malheureusement, ne peuvent plus maintenant gagner plus en travaillant plus, ou bien encore en supprimant les allègements de charges patronales. Quand on entend imposture, on entend critique, remise en cause des capacités, des compétences, presque de la légitimité du pouvoir établi. Non. Bon, écoutez, non. Légitimité, la question de la légitimité ne se pose pas. Le suffrage universel s'est exprimé. En revanche, pour le reste, oui, bien sûr qu'il y a eu mensonge. Enfin, écoutez, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez entendu, vous, Monsieur Hollande, annoncer qu'il allait augmenter de 30 milliards d'euros les impôts en 4 mois pour matraquer fiscalement la totalité des Français. Puis les mensonges ont continué après. Il y a encore 15 jours, Jean-Marc Ayrault à la télévision annonce sans rire que 9 Français sur 10 ne seront pas concernés par les hausses d'impôts. Vous avez pu constater, en tant que journaliste, qu'il avait fait ce qu'on appelle un mensonge d'État devant des millions de Français. Qu'est-ce qui se passe? La conséquence de tout ça, c'est quoi? En 4 mois, c'est toute l'économie française qui est paralysée. Moi, je peux en témoigner à Meaux, la ville dont je suis le maire. Je rencontre un entrepreneur, un artisan, un commerçant, un ménage. Tous me disent, on bouge plus. On n'épargne pas, on consomme pas, on n'investit pas, on n'embauche pas. Quand la réalité du pouvoir ne correspond pas aux promesses électorales, vous parlez d'un mensonge d'État. Dites donc, il y en a eu des mensonges d'État. Sans doute. Sous tous les régimes. Bon, peut-être, enfin, jusqu'à un certain point. Moi, j'ai pas le souvenir que nous n'avons pas mis en œuvre les promesses que nous avions présentées aux Français en 2007, par exemple. Rappelez-vous, nous avions dit très clairement que nous allions détaxer les heures supplémentaires. Nous l'avons fait. Nous avions dit très clairement que nous allions supprimer les droits de succession. Nous l'avons fait. Les socialistes, d'ailleurs, les ont immédiatement remis. Nous avons dit que nous allions, autant que possible, libérer l'économie autant qu'on le pouvait. On l'a fait. Nous avons eu à faire face à des crises successives très douloureuses. Je constate aujourd'hui que nous avons un gouvernement totalement perdu, avec une absence totale de cap stratégique. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Regardez les enquêtes d'opinion, regardez l'état des Français aujourd'hui. Il n'y a plus une décision économique qui est prise dans notre pays. Le pouvoir dit qu'il fait un certain nombre de choses qu'il a annoncées. On va en parler un peu plus tard, si vous voulez bien, Jean-François Copé. Mais on a l'impression quand même que le sentiment d'unité nationale qui a été évoqué tout au long du week-end par vous-même, par tous les responsables politiques, sur la question de la lutte contre le terrorisme, est loin déjà derrière nous. Elle l'est sur la question de la lutte contre le terrorisme. Attendez, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Je l'ai dit tout de suite, il est évident que face à une situation comme celle qui consiste à lutter de toutes nos forces contre le terrorisme, nous devons être totalement rassemblés. J'aurais aimé d'ailleurs la même unité nationale lorsqu'est arrivée la tragédie de Montauban et de Toulouse. Vous vous souvenez que les socialistes en pleine campagne avaient tenté de mettre en cause nos services, qui avaient pourtant fait un travail extrêmement difficile dans cette période. Par exemple, ce mardi, solennellement, à l'issue d'un entretien avec les ministres de la Justice et de l'Intérieur, rappelle sa détermination à lutter contre le terrorisme et le racisme. Là, vous dites oui, bien sûr, bravo. Non seulement on le dit, mais on s'y associe totalement. Il a le ton pour le dire, il a la force de conviction pour être... Écoutez, je le souhaite, parce que comme il n'associe absolument jamais l'opposition à rien, j'ose espérer qu'il prend bien toutes les bonnes décisions. En tout cas, il sait, je le lui ai dit, c'est mon rôle de responsable du premier parti politique d'opposition, que sur ce sujet, il y aura toujours un rassemblement total. En même temps, puisque vous m'interrogez sur ce sujet et que vous avez noté que M. Valls faisait un lien
entre les actions terroristes, les risques d'actions terroristes et la délinquance que l'on peut observer dans un certain nombre de quartiers, l'un étant lié à l'autre, mais l'autre n'étant pas heureusement systématiquement lié à l'un, permettez-moi de m'inquiéter quand même, de voir que dans le travail gouvernemental du moment, il y a une ministre de la Justice qui est en train de supprimer par la loi les tribunaux correctionnels pour mineurs délinquants, de supprimer les peines planchées, de supprimer le programme de construction de places de prison et de revenir sur les centres éducatifs fermés que nous avions construits. Les prisons, elles sont en accusation, vous l'avez entendu. Bien sûr, oui. Hein, oui. On dit que c'est justement là que se développe la radicalisation de certains, pas seulement là, mais en tout cas de certains condamnés de droit commun. Alors, vous êtes d'accord avec d'abord ce... Écoutez, c'est un constat qui est fait par des études qui se corroborent les unes les autres. Et on voit bien derrière tout cela qu'il y a une politique pénitentiaire à poursuivre. C'est la raison pour laquelle, vous le souvenez sans doute, que Nicolas Sarkozy s'était engagé dans sa campagne à la construction de 20 000 places de prison supplémentaires. Le programme a été immédiatement interrompu. C'est une des premières décisions qui a été prise par les socialistes en arrivant au pouvoir. D'accord. Et tout faire pour que les détenus ne basculent pas dans l'islamisme radical, en prison. Oui, mais la plupart du temps, c'est lié à des situations qui sont celles de nos prisons aujourd'hui. Vous savez que nous avons malheureusement un problème de surpopulation carcérale et que là où nous disons la réponse, c'est des constructions de places de prison. Les socialistes disent qu'il faut les remettre en liberté, ceux qui ont des peines de prison inférieures à 2 ans. Et la réponse, ça peut être, des alternatives à la prison, justement. Oui, pour échapper à ces prêches. Bien sûr, non mais attendez, sans doute, mais enfin, il y a aussi une organisation même du milieu pénitentiaire, sur lequel il y a des personnels qui font un travail fantastique. Je peux en témoigner, puisque j'ai moi-même dans ma circonscription un centre pénitentiaire qui fonctionne le mieux qu'il peut, avec des équipes qui sont très remarquables, mais enfin, il y a les difficultés que vous évoquez. Est-ce que vous approuvez l'équation du président du CRIF, islam radical égale nazisme? Pour tout vous dire, je ne l'ai pas entendu, donc je ne peux pas la commenter. C'est ce qu'il a dit, en tous les cas. J'aime bien voir moi-même, pardon, vous me prenez un peu de cours, je n'ai pas vu cette déclaration. En tout cas, ce qui est sûr, et je dis là-dessus, les choses sont très claires, je suis comme, je crois, tous les Français, quelle que soit leur sensibilité, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction philosophique ou politique, totalement engagé dans la lutte contre toutes ces formes d'extrémisme que je dénonce d'ailleurs dans mon livre, Manifeste pour une droite décomplexée, et pour lequel il y a des propositions que je formule, parce que c'est un sujet majeur, et qui commence par une lutte sans faille contre ce qu'on appelle le communautarisme, et face auquel François Hollande et un certain nombre de ses amis ont fait œuvre de certaines faiblesses. Parce que Martine Aubry, par exemple, a ouvert des créneaux spécifiques pour les femmes dans certaines piscines de certains quartiers de Lille pendant près de 7 ans, en toute impunité médiatique et intellectuelle. Je me permets de dire que c'est un vrai sujet extrêmement choquant. Je vous parlais du président du CRIF, vous n'avez pas entendu sa déclaration sur le nazisme. Il y a le président du consistoire, Joël Mergui, qui lui a appelé la communauté musulmane dans son ensemble à se ressaisir. Est-ce que vous pensez que cet appel est fondé? Écoutez, moi, pardon, ne m'en veuillez pas, moi je ne suis pas là pour faire des commentaires de commentaires. La seule chose que je puisse dire, c'est que la mobilisation contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie doit être une mobilisation totale et sans faille. Et sur ce point, vous le savez peut-être, j'ai toujours été constant dans un appel à être absolument implacable sur ces questions. L'application du programme de François Hollande, le chef de l'État a détaillé son programme pour refonder l'école. Vous-même, dans votre livre, vous prenez une révolution scolaire. Le chef de l'État veut aussi changer l'école, réforme des rythmes, disparition de certaines notations accablantes pour certains élèves, les notes qui sanctionnent, dit-il, suppression du redoublement. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a des bonnes choses? Non, c'est exactement la liste de tout ce qu'on ne souhaitait pas qu'il propose. Voilà. Donc, je suis désolé, mais là, on est vraiment... Enfin, moi, je suis extrêmement inquiet. Une question scolaire est une question majeure pour notre société, sur laquelle, titre personnel comme d'autres, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Je ne retrouve évidemment rien de ces propositions dans le programme de François Hollande. De quoi s'agit-il? Les rythmes scolaires. En gros, rythme scolaire, il s'agit juste de décaler quelques éléments de la semaine. On revient donc, c'est un éternel débat. Voilà, 4 jours et demi au lieu de 4 jours. Très bien, c'est un débat éternel. Je veux juste appeler l'attention sur une chose que François Hollande s'est bien gardé de dire, c'est que c'est les communes qui vont devoir payer. Les collectivités locales n'ont pas le premier euro pour le faire, et à partir du moment où elles n'ont pas les moyens de payer, François Hollande va se trouver dans un déni pour mettre en œuvre cette réforme. Car la Constitution est très claire là-dessus. Quand on transfère des compétences, on doit donner l'argent qui va avec. Première faiblesse de son raisonnement. Deuxième faiblesse du raisonnement, c'est que c'est pas une réforme structurelle, ça. Qu'est-ce qu'on attendait du programme d'aujourd'hui? Par exemple, que l'on mette la question de l'évaluation des savoirs fondamentaux à l'entrée en 6e
en haut du podium. Il y a aujourd'hui une préoccupation pour tous ces enfants qui vont rentrer dans l'univers impitoyable du collège, en venant du CM2, sans savoir lire, écrire et compter correctement. C'est une priorité absolue. J'ai recommandé une évaluation à l'entrée en 6e. Elle n'est toujours pas faite. Deuxième exemple, je préconise que le chef de l'établissement soit le vrai patron de son établissement, qu'il puisse choisir ses équipes pédagogiques et qu'il puisse adapter son projet. C'est pas la même chose dans le centre-ville de Meaux ou dans un quartier sensible de telle ou telle ville. À partir de là, il n'y a rien à récupérer dans ce qu'a dit François. Par exemple, enseigner la morale, on en a parlé à l'instant, face aux dérives de la société, enseigner la morale laïque, ça c'est une mesure que vous soutenez. Je demande juste à vérifier ce qu'il y a dedans, parce que si morale laïque, ça veut dire qu'on doit dire du mal des religions, c'est qu'on n'a rien compris. Parce que l'objectif, c'est de lutter contre l'ignorance. L'idée, j'ai entendu le chef de l'État, c'est de rappeler les valeurs de la République. Oui, mais très bien. Rappeler les valeurs de la République, c'est très bien. Il ne faut pas craindre non plus, d'ailleurs, de s'occuper aussi de la responsabilité des parents quand les enfants sont défaillants. J'ai dans ma propre ville à Meaux un problème majeur avec une école primaire dans lequel il se trouve qu'un certain nombre d'enfants ont un comportement inacceptable, avec des parents qui aujourd'hui ne font pas correctement, je dirais, n'accomplissent pas leur mission de parents, qui acceptent à peine d'être reçus par les professeurs. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je rappelle que nous avions mis en place, par exemple, une loi pour lutter contre l'absentéisme scolaire. La première décision était de la supprimer. Alors qu'elle mettait en cause la responsabilité parentale. Je pense qu'encore une fois, François Hollande avance avec l'idéologie comme moteur, ce qui est une manière de faciliter. Ça évite de se mettre mal avec les camarades syndiqués. Je trouve ça dommage. Ils sont dans la rue, vous avez vu la CGT aujourd'hui? Oui, pas pour les mêmes raisons, mais en revanche, du côté de l'éducation nationale, tout va très très bien. Quelles ont été les deux grandes décisions de François Hollande? Vous les citez pas, je vais les citer. La première, c'est des recrutements massifs, sans jamais démontrer qu'on en a besoin, et on n'a pas le premier euro pour les payer. Et la deuxième décision, c'est de rajouter 4 jours de vacances supplémentaires à la Toussaint. C'est méconnaître la réalité des familles d'aujourd'hui. Voilà, quand on sait la difficulté que nous avons aujourd'hui, que beaucoup de familles ont aujourd'hui, à occuper les enfants pendant les vacances. Alors rien à sauver à part le traité budgétaire européen négocié par Nicolas Sarkozy. Là, vous votez, bien sûr. Est-ce que quand même vous appréciez à leur juste valeur les efforts du Premier ministre, du Président de la République pour rassembler... Pour renier leurs engagements, oui. Et pour rassembler le maximum de députés socialistes sur ce texte. Encore heureux, c'est déjà assez ridicule comme ça. La vérité, c'est que François Hollande, dans la catégorie des impostures dont je parlais tout à l'heure, a quand même fait campagne pendant 6 mois en disant, si vous m'élisez Président de la République, il n'y aura pas de traité européen. Parce que je renégocierai celui qui a été décidé entre Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et l'ensemble de nos partenaires européens. Bon, il est élu, on a perdu 4 mois, et puis on revient au traité initial. Voilà, donc c'est une de ces impostures supplémentaires que l'on peut mettre à la liste de la campagne électorale de François Hollande. Ce qui d'ailleurs est assez amusant, c'est que tout le monde tombe sur les Verts qui veulent pas le voter, les communistes qui veulent pas voter, mais il faut quand même rappeler qu'eux, ils sont cohérents avec les engagements de François Hollande, quoi. C'est lui qui ne l'est pas. Après, ça pose un problème de cohésion gouvernementale. Et comme vous l'avez vu, Jean-Marc Ayrault, avec l'autorité qui est la sienne, a dit ça ne se passera pas comme ça. Et puis il a gardé les ministres verts, bien sûr. Alors, vous refusez le politiquement correct, la bien-pensance, Jean-François Copé, vous l'écrivez au fil des pages de votre livre-programme, donc. Mais c'est moins aujourd'hui le fond des arguments que vous avancez que peut-être le style qui suscite des remous, y compris au sein de votre camp, je vous le disais. Je parle du pain au chocolat, bien sûr, ou bien au racisme anti-blanc. Certains de vos amis, d'ailleurs, se sont éloignés de vous sur ces questions fondamentales, selon vous. Vous les mettez en avant, jour après jour, dans tous les meetings, avec un certain succès. Vous allez pouvoir nous en parler. Mais avant d'accueillir Frédéric Dumoulin de l'agence France-Presse sur ces questions-là et sur votre campagne à droite tous, on retrouve le reportage de Florence Maurice. L'un se pose en rassembleur, l'autre est entré en croisade. Racisme anti-blanc, histoire du pain au chocolat, Jean-François Copé veut briser les tabous, champion autoproclamé d'une droite décomplexée. En meeting, ces déclarations font exploser l'applaudimètre, mais au sein de la droite, ses anciens alliés ne ménagent pas leurs coups. Nous n'avons pas à aller sur ce terrain-là, ce ne sont pas nos mots, ce n'est pas notre dictionnaire, et j'ajoute que ça nous affaiblit, et j'ajoute que ce sont des discours de minoritaires. On doit rassembler tous ces discours, ces petites phrases sont toxiques, elles sont dangereuses, elles altèrent le pacte républicain. Et j'ajoute que c'est une erreur d'analyse, donc naturellement je ne partage pas l'analyse de Jean-François. Dans le rétroviseur de Jean-François Copé, il y a Nicolas Sarkozy et sa campagne offensive de l'entre-deux-tours qui lui aurait fait grignoter quelques points. Alors comme lui, Jean-François Copé se pose en challenger, revendique le terrain et fustige l'élite bien pensante. Le voilà même qui s'affiche aux côtés de Nicolas Sarkozy sur sa profession de foi et qui, selon le journal Le Parisien, travaillerait avec Patrick Buisson, le père de la stratégie très droitière de Nicolas Sarkozy.
La logique des campagnes électorales fait qu'on cherche à se distinguer de son partenaire, de son adversaire, et qu'on est conduit à durcir le ton. Et ça, je crois que ça ne va pas dans la bonne direction. Et en général, je n'ai pas l'habitude de soutenir des choses qui ne vont pas dans la bonne direction. Mais les foudres des sages de l'UMP importent peu à Jean-François Copé. Car sa cible, dans un scrutin interne, et tout autre, ce sont les adhérents du parti qu'il doit convaincre, des militants traditionnellement plus à droite que les sympathisants. C'est quelques critiques du politiquement correct. Nous sommes dans la droite républicaine et le centre. C'est ça qui a formé l'UMP et nous continuons dans cette tradition. Simple stratégie électorale ou véritable durcissement idéologique, difficile à dire. Dans l'autre camp, pendant ce temps-là, François Fillon se pose en rassembleur, un candidat normal en quelque sorte. Alors, Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse nous a rejoint. Bonsoir Frédéric. Bonjour. Vos questions à Jean-François Copé sur cette compétition acharnée au sein de l'UMP. On est à un peu plus de 5 semaines de l'élection maintenant. On voit que les sondages sont plutôt défavorables. Les résultats de l'UMP sont majoritairement pour François Fillon. Qu'est-ce qui fait que vous y croyez encore ? Oh, mais mille raisons. En vérité, ces sondages n'ont absolument aucun sens. Enfin, c'est bien de les publier, ça permet à chacun d'alimenter le débat et les pronostics. Mais enfin, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas tout à fait. On sonde des gens qu'on appelle les sympathisants, c'est-à-dire un échantillon de 12 millions de Français, alors que ceux qui vont voter, c'est 260 000. Ce sont 260 000 militants qui, eux, sont membres de l'UMP, qui portent l'UMP, avec lesquels le positionnement est radicalement différent. J'ai construit une relation, notamment à l'occasion de cette campagne présidentielle, que je dirais personne ne pourra jamais nous enlever. C'est une relation d'engagement, d'émotion, de fraternité d'armes, si je puis me permettre ce terme, à travers le combat que nous avons mené ensemble pour soutenir Nicolas Sarkozy. Alors, vous disiez tout à l'heure, M. Grossior, même dans votre propre camp, vous êtes critiqué et contesté. On l'a entendu, là. Hein. Oui, mais si je peux me permettre... On parle de certains ténors. Oui, disons que vous avez présenté les choses d'une manière qui pouvait correspondre à la thèse que vous défendiez. Soyons justes jusqu'au bout. Non, on défend aucune thèse. Non, mais que vous défendiez dans votre reportage. Non, mais attendez, ne le prenez pas mal. C'est juste pour simplement vous donner mon point de vue. J'aurais pu vous donner des noms, si vous m'en aviez parlé, de dizaines de, je ne sais pas si c'est des ténors ou des barytons ou des sopranos de l'UMP qui vous auraient dit qu'élus de terrain, aux côtés des militants, ils trouvaient très bien qu'il se lève un homme pour, penser que l'avenir de la droite n'était pas dans la droite complexée, mais plutôt dans celle qui assume une réalité du quotidien. Que la thèse que je défends, c'est que nous, qui sommes, vous le savez, et moi le premier, d'ailleurs Alain Juppé, vous n'avez pas passé ce passage, c'est dommage, Alain Juppé lui-même, qui n'est pas fait pour l'indulgence, et qui a dit que j'étais irréprochable sur la question du refus de l'alliance avec le Front National. La thèse que je défends depuis toujours est la suivante, et c'est le maire de Meaux qui le dit, c'est d'être, et bien entendu, opposé à toute alliance avec le Front National, mais en même temps à ne pas tendre la deuxième joue, à ne pas tomber dans le piège tendu depuis des années et des années par François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen, et repris par son fils spirituel, François Hollande, avec Madame Le Pen. C'est donc dire ce que les Français ressentent comme exaspération ou comme souffrance, et d'apporter une solution. Et moi, dans mon livre, j'apporte sur tous ces sujets de très nombreuses solutions. Mais ce duel avec M. Fillon, en fait, il est souvent perçu comme un combat des chefs. Et vous diriez qu'il y a vraiment, vous estimez qu'il y a vraiment une divergence idéologique entre vous deux ? Écoutez, d'abord, les commentaires, si je peux me permettre, ont évolué. On ne dit plus que c'est simplement un combat des chefs. On dit quoi aujourd'hui ? On dit aussi que c'est deux lignes distinctes, qui sont des lignes d'ailleurs qui ne s'opposent pas forcément, qui sont complémentaires au sein de l'UMP. La ligne que je défends, c'est celle d'une droite et d'un centre-droit décomplexé, c'est-à-dire républicain, mais également moderne, ouvert aux grandes questions de ce monde, à la compétitivité de nos entreprises, à la question de la modernisation de l'État, à la baisse des déficits, mais aussi à combattre le politiquement correct de la gauche bien pensante. Mais quand vous parlez à l'instant encore là, de la droite complexée, vous faites là le portrait en creux de François Fillon, je ne sais pas, enfin en tout cas je fais... attendez, je fais le portrait de celles ou ceux... Ce sont des propos musclés pour faire évidemment apparaître votre rival comme un mou. Non, écoutez, enfin ça je vous laisse la paternité de vos propos. Non, prenons les sujets peut-être un peu différemment. Prenons des exemples concrets, parce que je crois que c'est aussi ça l'intérêt. Lorsque j'ai évoqué la question de mon engagement contre toutes les formes de racisme, et que j'ai évoqué la question, parmi ces combats à mener contre le racisme, d'un racisme qui était particulier, tout aussi condamnable que les autres, qui était ce que j'appelle le racisme anti-blanc. Cette idée qu'il y ait des quartiers où il ne fait pas bon être une femme,
ou être de couleur blanche. Bon, que ces souffrances au quotidien, je les ai vues, entendues en tant que maire d'une ville qui n'est pas une ville, je dirais, qui a les mêmes protections que certains autres quartiers de France, par exemple au centre de Paris. Bon, j'ai pris une décision. Cette décision, c'est de le dire. Alors, on m'est tombé dessus tous les socialistes, toute la gauche bien pensante. On a fait un procès en mouvement de droitisation, en fait. Oui, mais ça, je connais ce discours-là. Ça n'a rien de plus ou moins à droite, c'est l'observation d'une réalité. Je note que personne, je dis bien personne, de ceux qui ont pris la parole, y compris pour vociférer, je pense à SOS Racisme, n'a nié ce fait que je dénonçais. Et pour cause, Madame Belkacem a fait pareil. Monsieur Valls, qui parle aujourd'hui de dérapage, l'a fait en son temps. Simplement, la question que je pose à tout le monde est la suivante. Puisqu'on est d'accord sur le fait que ça existe, et que je propose des solutions pour le combattre, est-ce qu'on doit se taire? C'est ça la question. Et ma réponse, c'est qu'on ne doit pas se taire. On doit le dire et proposer des solutions. Si on ne le fait pas, ce sera simplement les extrêmes, de gauche et de droite, qui le feront. C'est-à-dire M. Mélenchon d'un côté, Mme Le Pen de l'autre. Et comme nous avons refusé l'alliance avec le Front National, alors il faut dire les choses. Mais vous répondez quoi à M. Barouin qui, lui, justement, outre le fait qu'il trouve que ses propos sont toxiques, il dit en fait que vous faites une erreur d'analyse. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy n'est pas remonté en toute fin de campagne grâce à cette pseudo-droitisation, mais pour d'autres raisons. Donc, Et vous voulez savoir quoi? Ce que je réponds à François Barouin? Là-dessus, oui, sur ce fait sur la dimension toxique de ses propos. Il entend la critique, pas les solutions. Non, mais là-dessus, moi, j'ai rien à répondre. François est maintenant très engagé aux côtés de François Fillon, et j'imagine prêt à construire, reconstruire, déconstruire des arguments dans tous les sens pour donner du contenu à son engagement pour François Fillon. Je n'ai donc pas de réponse à faire sur le fond. J'ai compris qu'il était donc en désaccord avec le fait qu'on dise la vérité telle qu'elle est sur le terrain, et qu'il était donc en désaccord avec le fait qu'on puisse proposer des solutions. C'est son choix. Pour tout vous dire, je ne le reconnais pas complètement. Sur le racisme anti-blanc, certains, vous avez même sorti des témoignages de gauche anciens, allaient dans votre sens. Mais en revanche, sur le petit pain au chocolat, là, hein, ce qu'on arrache à l'enfant pendant la période de Ramadan, là, c'est très contesté. Mais pas du tout, mais Michel Cossio, c'est pas du tout contesté. Ça a été exactement le même processus, c'est-à-dire que personne n'a contesté les faits, personne. Vous pouvez regarder, personne, même Monsieur Hérault, qui est venu me faire la leçon chez vos confrères de France Inter le dimanche matin, j'ai été amené à lui répondre dans un meeting quelques heures après, est venu dire, oui, ces phénomènes peuvent exister, mais heureusement qu'il l'a reconnu, puisque tout le monde le sait. C'est du même acabit que ce restaurateur de Marseille, passé à tabac pendant l'été, parce qu'il avait le malheur de servir des repas pendant la journée, passé à tabac, c'est dans la presse. Or, la vérité qu'il y a derrière tout cela, c'est quoi? C'est que pendant que M. Hérault, finalement, ne nie pas que ces faits existent, eh bien nous retombons sur le même problème que ce que j'évoquais tout à l'heure pour le racisme anti-blanc. Faut-il ou non le dire? Et encore une fois, je le répète, si on le dénonce comme je le fais en tant que républicain, c'est proposer des solutions. La solution, elle existe. Elle est dans la déghettoisation. Je l'ai fait à mots, en cassant les tours, en mettant à la place des immeubles de 4 étages, à taille humaine, mixant accession à la propriété et logement social, là où il n'y avait que des logements sociaux, en mettant des caméras de vidéosurveillance, des policiers municipaux, une zone franche pour détaxer les entreprises qui embauchent les gens du quartier, en mettant de la culture, du sport et de la générosité sans assistanat, et bien qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous n'avez plus le même quartier. Donc au lieu d'interdire la parole et le témoignage de gens qui, comme moi, veulent reconstruire la droite et le centre-droit de demain en disant les choses et en proposant des solutions, on est dans une logique de dire non, il faut lui interdire de parler. C'est tellement mieux qu'il ne parle pas. Et on a un bon mot pour ça, c'est un mot codé, c'est le mot droitisation. C'est-à-dire que celui qui dit la vérité avec des propositions, non, c'est juste parce qu'il est en droitisation, en campagne, comme vous disiez tout à l'heure. Mais quand on dit rien, là on est un homme d'État. Eh bien moi je vais vous dire, dans cette affaire-là, mon arbitrage il est rendu depuis bien longtemps, parce que la ville dont je suis l'élu, elle sait ce que c'est au quotidien, la souffrance, quelles que soient d'ailleurs les origines, les sensibilités, la couleur de peau. Et que la réponse, c'est une réponse qui est une réponse assumée. Vous avez encore des tabous, entre guillemets, à combattre? Enfin, écoutez... Non, mais après le pain au chocolat, le racisme anti-blanc, il y a d'autres choses. Monsieur Grossier, excusez-moi, ne le prenez pas en mauvaise part, mais cette manie qu'on a à Paris, mais ça c'est tellement parisien, de vouloir absolument
faire des procès en insincérité des hommes politiques. Pourquoi est-ce que la seule explication qu'on pourrait donner au fait que je parle de tout ça dans un livre, c'est que je suis en campagne pour l'UMP. Mais ça fait des années que je le dis, des années que je le raconte. En 1999, j'écrivais un livre qui s'appelait « Ce que je n'ai pas appris à l'ENA », où je raconte mon parcours de mère, ma découverte de jeune mère qui voit ce qu'est la réalité du quotidien. Et là, c'est 15 ans après, je dis qu'on a apporté des réponses et qu'on y est arrivé. Donc plutôt que de dire « Ah, bah, il fait ça parce qu'il est en campagne », est-ce qu'une fois, on peut accepter que les hommes politiques soient sincères dans ce qu'ils disent? On sait que vous parlez souvent à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez eu l'occasion, depuis cette polémique, de lui en parler? Parce que lui aussi, pendant la campagne présidentielle, s'était vu reprocher d'aller trop vers la droite. Donc est-ce que vous lui en avez parlé ou pas? Enfin, pas spécialement. Mais encore une fois, cette histoire d'être trop vers la droite ou vers la gauche, ça veut dire quoi? Écoutez, on va y aller à l'envers. Ça veut donc dire que si on ne voit pas le problème et que si d'autre part on n'accepte pas de le dénoncer, donc on va vers la gauche. Donc on est dans la gauchisation. Donc vous me demandez d'arbitrer entre droitisation et gauchisation. Vous voyez comme tout ça, pardon, ne prenez pas mal, mais vous voyez comme tout ça est absurde. Le vrai débat, il est de savoir, face à cette vérité, est-ce qu'on a le courage de dire des choses ou de ne pas les dire. Et pour ce qui me concerne, je ne calerai jamais. Et personne, je le dis très amicalement, personne ne m'empêchera de dire ce que les uns et les autres de nos compatriotes disent et nous demandent de résoudre. Sinon, ce sera la place aux extrêmes. Et tous ceux qui me font ce petit procès sympathique, là, droite, droitisation, etc., ils oublient juste un petit détail. C'est que si le Front National est seul à parler de ces questions, sans apporter de réponse et en stigmatisant, ils tomberont. Vous pensez que c'est le et meilleur ils tomberont rempart, beaucoup plus vite qu'ils ne le croient. Vous pensez que c'est le meilleur rempart face au Front National C'est le meilleur rempart et face au Front National et face à cette collusion que tout le monde connaît entre la gauche et l'extrême droite. Parce que eux sont totalement rassemblés. Hein. Eux, ils ont fait une alliance sans se poser aucune question avec l'extrême gauche de Mélenchon, qui n'a rien à envier à l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen. Et nous, on a dit, notre honneur, c'est de ne pas faire d'alliance avec l'extrême droite. Mais en contrepartie, je le dis, jamais je ne demanderai à nos électeurs, à nos militants, de voter pour le Parti socialiste allié de l'extrême gauche. Car cette espèce de pseudo-front républicain n'est absolument pas une réalité politique. C'est simplement une manière pour eux de garder le pouvoir à n'importe quel prix. C'est pas ma manière de voir les choses. Marine Le Pen envisage des accords au municipal. Hein. Elle sait que la base de l'UMP, vous le savez, une partie des élus, ils sont favorables pour sauver une mairie. Pour moi, les choses sont très claires. Ouais. Elles le sont d'ailleurs pour toute notre famille politique. Il n'y aura pas d'alliance électorale avec le Front National. Dernière question, Frédéric, peut-être. Justement, on parlait de Nicolas Sarkozy. En fait, on voit que vous faites beaucoup référence à lui, à la fois donc sur la couverture de votre livre, dans votre profession de foi et dans vos discours très, très fréquemment. Est-ce que vous estimez être plus proche de son héritage et de son bilan que François Fillon? Écoutez, moi en tout cas, je ne suis pas très doué pour la publicité comparative. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que j'ai clairement inscrit mon engagement sur le chemin tracé par Nicolas Sarkozy. Je l'ai dit sans ambiguïté. Je considère qu'il a beaucoup œuvré pour la France, que même si nous avons ici ou là de temps en temps des désaccords connus, il n'en reste pas moins qu'il a fait preuve dans cette campagne, où il a été l'objet d'attaques absolument inouïes, d'une violence incroyable, d'un courage et d'une solidité qui ont forcé mon admiration et qui m'ont amené très clairement à dire que je serai à ses côtés. Voilà. Et que dans ce contexte, la philosophie qui est la sienne, même si mon tempérament est différent du sien sur certains sujets, ou mon point de vue, ou mon expérience, puisque je suis, moi, maire de Meaux, donc c'est pas évidemment le même parcours que le sien, il n'en reste pas moins que, je l'ai dit, je me suis inscrit sur le chemin qu'il avait tracé. Et vous parlez de philosophie, justement, vous allez même plus loin que lui sur certains points, comme l'AME. Oui, c'est vrai, mais bon, encore une fois, les temps changent et je crois que cette nouvelle époque conduit assez naturellement à poser les questions claires. L'AME, c'est quoi? L'aide médicale d'État, c'est celle qui est versée à 100% couverte. Enfin, c'est une couverture de soins, pardon, à 100% pour ceux qui sont en situation illégale dans notre pays. Bon, il me semble qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Dans le même temps, vous avez des millions de Français qui sont au-dessus des minima sociaux et qui n'arrivent pas à financer correctement leurs soins de lunettes, de dents ou auditifs. Bien. Et donc j'ai proposé que l'on supprime la partie de l'aide médicale d'État qui ne correspond pas à l'urgence absolue ou aux soins des enfants. Et qu'on le transférerait sur un fonds qui serait dédié à l'aide à la prise en charge des soins pour ceux qui habitent en France, qui sont français ou bien étrangers en situation régulière, hein, et qui ainsi pourraient accéder à une prise en charge meilleure pour des soins qui aujourd'hui ne sont pas bien couverts. Et votre ami Christian Jacob, lui, propose une loi pour lutter contre les fraudes et les dérapages budgétaires de cette aide médicale. Un mot sur le Qatar. Est-ce que ça vous gêne de voir le Qatar vouloir investir dans les banlieues? On en a beaucoup parlé. Écoutez, moi j'ai dit là-dessus plusieurs reprises que je n'ai jamais été choqué qu'il y ait des investissements étrangers en France.
Après, la vraie question, c'est de s'assurer de la traçabilité et de la finalité. Donc vigilance, mais en même temps, ne faisons pas un procès d'intention systématique. Voilà. Merci Frédéric. Alors tout n'est pas politique dans votre livre, Jean-François Copé, je le disais tout à l'heure. Vous y parlez de vous, de votre parti pris positif. Vous avez montré que vous étiez positif dans cette campagne. Hein, oui, mais il le fallait, parce que si on vous écoutait, vous, on se mettait aux antidépresseurs. Donc je me suis dit, il faut quand même se dire les choses. Vous parlez également de votre histoire familiale. Et avant d'accueillir Perrine Tarnot, Alexandra Colino s'est arrêtée avec quelques témoins qui vont vous intéresser de très près sur ces quelques pages. C'est une histoire déjà évoquée en aparté et qui introduit le manifeste pour une droite décomplexée. Un héritage qui serait à l'origine de l'engagement politique de Jean-François Copé. Cette histoire est celle de son père et de ses grands-parents, juifs, immigrés roumains et résistants, cachés par des justes à Aubusson pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire familiale dans la grande histoire. C'était dans la matinée, on a été avertis et mon père a eu juste le temps de descendre à l'étage du dessous pour demander à une voisine qu'on ne connaissait pour ainsi dire pas, et qui était la femme d'un tapissier, de bien vouloir nous accueillir chez elle, parce que dans la demi-heure qui vient, en principe, il y aura les SS qui vont arriver pour nous prendre. Et avec une simplicité extraordinaire, elle a dit « Mais monsieur, vous êtes chez vous, descendez ». Ce qui est absolument... Moi, cette phrase m'a toujours marqué, j'étais gosse, mais... et ça, je l'ai transmis toujours à Jean-François pour lui montrer ce que pouvait être un être humain dans sa qualité, dans sa bonté. De ce passé, Jean-François Copé écrit en avoir puisé un amour pour la France et l'évidence d'un engagement politique. Ça donne un pouvoir, une rage d'engagement, et une rage d'engagement sous toutes ses formes. Et c'est probablement ce qui est arrivé à Jean-François Copé, c'est-à-dire la rage de comprendre, la motivation à s'engager, le plaisir aussi de s'engager, peut-être même parfois le plaisir de la bagarre. Reste une identité difficile à définir. Fils d'immigrés, juif, des termes qu'il n'évoque pas directement, préférant reprendre les mots de Nicolas Sarkozy, petit français de s'en mêler. Voilà, Perrine Tarnot nous a rejoint, Jean-François Copé. Bonsoir Perrine. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Voilà, on sait pourquoi vous aimez la bagarre en écoutant Boris Cyrulnik. Oui, enfin, je n'aurais pas repris le mot de bagarre. Non, l'engagement, oui. L'engagement, et notamment l'engagement pour mon pays. Ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre. Nous avons été éduqués par mes parents, je dis nous parce que c'est aussi le cas de ma sœur et de mon frère cadet, dans l'amour de la France, dans l'idée que l'on doit à la France, que nous sommes vivants, si je puis dire, parce qu'il est des Français qui ont, au péril de leur vie, sauvé d'autres Français, des justes parmi les nations, qui, au même titre que les résistants, que les maquisards, ont aussi fait que la France est ce pays magnifique et que nous aimons malgré les moments tragiques de son histoire, malgré les errements, malgré les difficultés. Et c'est quelque chose que je porte en moi comme une flamme. Et lorsque j'ai annoncé... dont vous parlez peu, vous le racontez au début de votre livre, mais dont vous parlez peu, dont vous avez peu parlé jusque-là, en fait. Oui, parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas forcément. Vous savez, il n'y a pas de raison particulière de raconter ça à des gens que ça n'intéresse pas forcément. Mais alors pourquoi les circonstances s'y prêteraient plus tout simplement parce que j'ai décidé de m'engager dans une campagne aux côtés des militants de l'UMP pour leur proposer de m'engager pour eux, pour notre famille politique, et que j'ai pensé utile qu'à ce moment précis, il y ait aussi un rendez-vous d'authenticité. Donc ça veut dire que vous aviez besoin de communiquer peut-être différemment alors sur votre image, sur votre personne? Non, ne cherchez pas là-dedans. C'est comme tout à l'heure pour savoir est-ce qu'on fait de l'enchère et de la surenchère. Non, je pense que... Non, c'est pas ça, c'est juste vous faire mieux connaître des militants. Oui, enfin, vous l'avez dit sous la forme et communication, etc. Non, je crois qu'il faut se dire les choses très simplement. Je pense qu'il y a des moments dans la vie qui sont des rendez-vous de vérité et d'authenticité. Je pense que les gens, en réalité, ne cherchent pas tellement des photos de vous dans votre cuisine avec la nappe à carreaux rouge et blanc et les enfants qui gazouillent. Ça, c'est la vie privée. En tout cas, vous moi, l'avez fait, j'ai toujours par le passé. Jamais. Non, jamais. Non, justement, j'ai toujours été extrêmement attentif. J'ai le souvenir d'un reportage avec votre première femme, non, dans un de vos appartements. Oui, sans doute, mais quand vous étiez c'est la seule fois. Mais pour le reste, vous n'avez jamais vu mes enfants en photo, sauf peut-être des photos volées que j'ai d'ailleurs immédiatement condamnées autant que j'ai pu le faire. Mais j'ai toujours protégé ma vie familiale, toujours. Et là-dessus, j'ai été d'autant plus attentif que pour moi, ce que les gens attendent, c'est plutôt un rendez-vous vraiment où les gens veulent savoir ce qui
ce qui brille en vous, voilà, ce qui fait que vous avez dans le regard l'envie de les servir, voilà, de servir votre pays. Et c'est ça qui doit faire la différence, je crois. Est-ce que ça veut dire que jusque-là, vous avez eu l'impression d'avoir été trop caricaturé, alors peut-être ? Bon, la caricature, malheureusement, dans cette société hyper médiatisée, elle est notre pain quotidien. Il m'arrive d'entendre parler de moi de manière tellement Par exemple, déformée quand on dit quoi de vous? J'ai 1000 exemples. Il est ambitieux. J'ai 1000 exemples. On explique que je sais tout sur tout, que je suis arrogant, que j'en ai plein des comme ça. Bon, la vérité est que... quand votre fille va chez le médecin lui dit vous avez l'air plus sympa que votre père. Oui, voilà, oui, ça c'était vraiment pas bien de la part de ce médecin. Est-ce que ça a pu vous pousser à vous corriger? La remarque du médecin, non. Je ne parle pas du médecin. Et de me retenir de le corriger aussi. D'accord. Les caricatures. Oui, mais la caricature, en même temps, elle est aussi liée à ce que l'on est. Donc il faut faire un travail sur soi-même. Il faut, bien sûr. Mais vous savez, je crois beaucoup au fait de vivre aussi avec des interrogations plus qu'avec des certitudes. Il faut qu'on ait des convictions, mais voilà, se remettre en question sans cesse. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le suffrage universel. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été attaché à ma terre de Meaux. À la ville dont je suis le maire, car c'est une ville difficile avec une population qui est une des plus modestes de France et qui donc est extrêmement exigeante à l'égard de ses élus. Et c'est pour ça que je me dis parfois, quand on change de circonscription, c'est pas quelque chose que je ferais moi. Voilà. Tiens donc, à qui pensez-vous? Non, mais je le dis. Mais c'est des choix. Attendez, c'est un choix public, donc sinon je n'en aurais pas parlé. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis vraiment dans cette idée qu'il faut prendre des coups, comme disait Jacques Chirac en politique. Vous ne serez jamais en tout cas, qu'il faut prendre ses responsabilités et qu'il faut les assumer. Quand c'est difficile comme quand c'est plus facile. Et puis peut-être, puisque vous parlez de Jacques Chirac, dont je parle beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment contribué à ma formation et à mon engagement au service de mon pays, pour lequel j'ai beaucoup de respect, j'avais retenu une de ses formules. Il disait, un chef, c'est fait pour cheffer. Voilà. Et quand on dirige un grand parti politique, je peux témoigner tous les jours qu'on ne peut pas avoir simplement la tête dans les étoiles en attendant qu'on vous apporte votre destin sur un plateau. C'est tous les jours aux côtés de ses amis militants pour trouver les meilleures solutions possibles pour convaincre le cœur des Français. Un élu de Paris comme François Fillon, donc. Enfin, non, ça, en ce qui me concerne, ce n'est certainement pas le choix que je ferais. Non, bien sûr. Mais la violence en politique est parfois insupportable, c'est ce que vous dites aussi dans votre livre. Oui, bien sûr. Il faut se construire une carapace. Vous parlez de votre petit sourire qu'on caricature, qu'on critique parfois. Vous dites que c'est, vous, une prise de distance par rapport à la violence de la politique. En fait, je m'en étais pas rendu compte, mais je me suis aperçu que très souvent, en fait, quand j'étais dans une situation qui me blessait, il pouvait m'arriver de le masquer par un sourire. Voilà. Mais en même temps, ce qu'on vit en ce moment est très, très éclairant. Regardez cette campagne interne, qui est une campagne qui se terminera bien, parce que le 19 novembre au matin, par définition, tout le monde se retrouvera. Copain. Autant qu'on peut l'être, mais en tout cas, soucieux de l'intérêt général. En tout cas, c'est l'esprit qui m'anime, si les militants me font confiance et me reconduisent dans mes fonctions. Est-ce que les amitiés se reconstruiront? Mais en même temps, pas totalement quand même. En tout cas, pour ce qui me concerne, moi qui suis tellement attaché à l'amitié, tellement attaché à la fidélité en amitié, ce moment est un moment de vérité. Voilà, je ne vais pas vous dire le contraire, mais je ne vais pas passer plus de temps avec ceux qui me déçoivent qu'avec ceux qui, au contraire, sont à mes côtés et prennent les risques en étant à mes côtés, puisque, si j'en crois les sondages, il en est un qui est à la tête dans les étoiles et l'autre qui a les pieds dans le gaz de schiste. Donc, après tout, ceux qui sont avec moi montrent quelque part un vrai courage, et qui est le reflet de l'engagement militant, car la sincérité m'oblige à vous dire que je suis tous les jours en meeting et que je suis tous les jours bouleversé par le soutien des militants, qui est extraordinaire, et qui est le reflet de l'engagement à 1000% qui a été le mien dans cette campagne présidentielle aux côtés de Nicolas Sarkozy. Alors vous parliez d'amitié en politique et aussi de déception. On a un partenariat avec Orange et leur application TV Check. On a une question de Nadia. Est-ce que vous avez été blessé par le ralliement de François Baroin à François Fillon? À titre politique, non. À titre personnel, oui. Un gros coup dur, hein? Enfin, à titre personnel, oui, bien sûr. Mais écoutez, l'amitié, ça doit compter dans les décisions politiques? Moi, en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi, à titre personnel, je peux vous dire les choses très simplement. Jamais, je n'ai manqué de ma vie à un ami. Jamais. Parce que je ne suis pas construit comme ça. Peut-être que ça a un lien aussi avec l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Mais pour moi, la parole donnée, la crédibilité d'une signature, d'un engagement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça ne veut pas dire que parfois,
on n'est pas des choix à faire, des choix déchirants. La vie à la mort quand on parle de politique. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, mais je vous le dis, en ce qui me concerne, je n'ai jamais manqué à ma parole. Voilà. Et que si je devais le faire, ce serait sur la base d'une explication profonde, qui serait justifiée par une rupture absolue sur des sujets vitaux. Nous en sommes très loin. Voilà. Vous êtes quand même un sarkozysme fraîchement converti. Du coup, est-ce que votre sarkozysme est crédible? Non, c'est pas comme ça que je me définirais. Non, j'ai on vous a fait quand le même choix. vu œuvrer en tant que président de groupe à l'UMP à l'Assemblée entre 2007 et 2010, comme un peu le chef de file des indépendants par rapport à Nicolas Sarkozy. Je le suis toujours, ne vous y trompez pas. Je le suis toujours, j'ai mon histoire, il a la sienne. Nous avons certes quelques points communs, mais en même temps des différences majeures. Et puis écoutez, il a été président de la République, je suis son cadet. Il y a des différences entre nous. Ce qui explique que vous mettez vos pas dans les siens aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais en même temps, je vous dis les choses. J'ai été, je le dis, je l'assume, j'ai été très impressionné par la solidité dont il a fait preuve dans cette campagne. À un moment présidentiel, à un moment où j'ai vu tant de personnalités à qui il avait tant donné, qui l'ont lâché, disons les choses comme elles sont, que d'ailleurs nous avons retrouvées à travers les droits d'inventaire, les livres, les tribunes sorties après le 6 mai. Je n'ai pas été de cela, jusqu'à la dernière minute. Et alors aujourd'hui, vous avez et je l'ai fait d'autant plus, avec d'autant plus de passion, que je voyais ces milliers et milliers de Françaises et de Français, militants engagés à nos côtés. Et du coup, vous avez l'impression un peu aujourd'hui qu'autour de Nicolas Sarkozy, c'est un peu le bal des Tartuffes? Oui, je ne sais pas, c'est pas forcément la formule. L'ancien président est enseveli sous les compliments. Enfin, pas toujours, écoutez, pas toujours, il y a aussi des prises de distance très intéressantes à noter. Une question sur la loi sur la limitation du cumul des mandats, vous êtes contre? Oui, bien sûr, mais bien sûr. Vous savez, je vais vous dire, c'est une belle hypocrisie tout cela. Je pense que la démocratie, je ne connais pas encore les conclusions Jospin, mais la démocratie française a ceci de positif qu'elle permet aux élus d'avoir un mandat local et un mandat national. Et c'est très très bien. Un député parle d'autant plus utilement à l'Assemblée nationale qu'il est le maire d'une ville où on lui raconte les problèmes du quotidien et où il doit les résoudre. Un député qui n'est pas élu, qui n'est pas maire de sa ville, qu'est-ce qui va lui arriver demain? Plus personne n'ira le voir. Parce que c'est le maire de la ville qu'on vient voir pour les problèmes de logement ou d'emploi ou de sécurité. C'est jamais le député. Voilà. 1 minute pour 2 questions. Perrine, c'est à vous d'abord. Et un député qui exerce aussi une profession réglementée, est-ce que ça, on doit limiter? Et réglementé, comme avocat, par exemple? Ah d'accord. Ah écoutez, ça c'est autre chose. La question elle est plus générale. Est-ce que l'on doit interdire aux députés d'avoir une autre vie professionnelle? Si on ne le fait pas, eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il n'y aura plus que 100% de fonctionnaires. Sauf à considérer qu'on ne doit pas être également fonctionnaire. Est-ce que les socialistes vont prendre ce risque? Je ne suis pas sûr. On va voir. Dernière question. Donc tout ça est très hypocrite. Très rapidement, si la loi sur le mariage homosexuel passe, vous allez marier des couples homosexuels à vous? Écoutez, moi je suis opposé, je l'ai dit très clairement, au mariage homosexuel. Je l'ai dit. En même temps, je souhaite que les propos des uns et des autres ne soient pas caricaturés. Est-ce que la loi s'appliquera à mot? Écoutez, on va déjà attendre de voir si elle est votée. Bon, parce que pour l'instant, tout ça me paraît tellement mal rédigé qu'il y a de quoi en débattre. Il y a eu une majorité de gauche pour le traité budgétaire européen à l'Assemblée nationale. C'est un test réussi pour François Hollande. Écoutez, c'est surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, une belle hypocrisie de la part de quelqu'un qui a fait campagne devant les Français en disant que s'il était élu, il n'y aurait pas de traité européen. Merci Jean-François Copé, merci Perrine, bonsoir à tous. Et la semaine prochaine, c'est Jean-Louis Borloo qui sera notre invité. Bonsoir.
Je vous propose de commencer par la stratégie de François Hollande. Alors à l'époque où il vivait avec Ségolène Royal, c'était le plus discret du couple. Et récemment, eh bien, il a décidé de présenter sa nouvelle compagne. C'était dans Gala. Valérie est la femme de ma vie, annonçait-il élégamment en octobre dernier. Mais attention, hein, pas question de poser officiellement avec sa nouvelle compagne. C'est peut-être un détail, mais pour lui, vous allez voir que ça veut dire beaucoup. Écoutez-le sur le plateau de France 2. On va dire un mot des primaires, avec d'abord une image qu'on n'a pas l'habitude de voir de vous. C'est cette semaine, dans un magazine People, comme on dit, où vous apparaissez avec votre compagne, vous posez à ses côtés. Pourquoi cette décision? Parce que c'est très inhabituel. Est-ce qu'il faut en passer par là lorsqu'on veut se présenter face aux Français? D'abord, ce n'est pas une photo posée. Nous étions ensemble à La Rochelle. La photo a été prise, elle est publiée. Voilà, c'est tout. Vous donnez une interview aussi. Je suis dans une vie nouvelle, heureuse. Voilà, il ne faut rien cacher, mais en même temps rien exhiber. Rien caché, rien exhibé. À vous approuver. Mais enfin, quand même, c'est très subtil. Je dis, c'est la femme. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, oui, il dit la même chose que vous. Voilà. Il y a quelque chose que je ne trouve pas subtil et que je trouve vraiment à double tranchant. La photo, elle a été prise malgré lui. Bon. Mais la déclaration, c'est la femme de ma vie. Moi, je ne sais pas. Interrogez les femmes autour de vous, avec laquelle il a quand même eu 4 enfants. Je suis d'accord. Alors, la réaction des enfants, c'est interroger les femmes autour de vous, c'est vraiment extrêmement choquant. Vous pouvez dire c'est la femme que j'aime, etc. La femme de ma vie, on efface d'un coup les 4 enfants. C'est pas très malin parce que c'est très contre-productif. Donc très maladroit sur la phrase et pourtant il n'a pas posé. Hein. Pour lui, ce qui était important, c'était pas faire de photos et finalement on se polarise sur la maladresse de la phrase. Il n'a pas posé, il a décidé de s'afficher avec une femme, de dire c'est la femme de sa vie, ce qui est effectivement, je trouve, très maladroit, parce qu'il voulait absolument se mettre dans la roue de la présidentielle et il faut qu'il arrête avec cette image d'homme volage qui a trompé Ségolène Royal et il y arrive très bien. Par contre, la déclaration est d'une maladresse énorme. Maladresse pour les femmes, effectivement, qui peuvent le trouver mufle. En même temps, c'est la femme de ma vie, ça veut dire que dans votre sens, dans le sens de ce que vous dites, il va se stabiliser. Absolument. Maintenant, c'est fini. Mais c'est le message politique. C'est le message politique. C'est toujours ce qu'on dit, malgré tout, à la 2e ou à la 3e, enfin, à celle du moment. Hein. C'est ce qu'on leur dit, donc c'est assez honnête de le dire publiquement. On est journaliste jusqu'au bout. C'est-à-dire même si un jour je perds ma carte de presse, je pense que je mourrai journaliste. Mais comme vous, je pense. Donc, En étant journaliste et si proche, évidemment, de François Hollande, est-ce que vous recevez des conseils pour trouver la bonne distance avec tout ce qui se passe en ce moment? Non, j'ai appris, des conseils peut-être pas, mais j'ai appris moi à me détendre un peu. Parce qu'effectivement, je ne suis pas passée de l'autre côté, mais j'ai un pied de chaque côté. Donc quand on a un pied de chaque côté, on est en déséquilibre. C'est pire, finalement. Voilà, c'est plus compliqué. Donc en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise depuis que je n'ai plus mon émission politique, puisque j'en avais une sur Direct 8, même 3 successives. Donc j'ai décidé de l'arrêter de moi-même et ça a été finalement un grand soulagement. J'ai appris à me détendre un peu, dit-elle. Que pensez-vous de cette confidence, Serge Effez? C'est une vraie confidence, c'est-à-dire ça montre à quel point elle s'est rendue compte, à quel point elle était crispée, ça se voyait, elle était très mal dans cette position de se retrouver comme ça brutalement en position de femme d'eux. On sent bien qu'elle n'a pas envie de ça. D'abord, ils ne sont pas mariés, alors on ne le souligne pas assez, mais je crois que c'est une différence fondamentale. Ils n'ont pas l'intention de se marier en plus, paraît-il. Très bien, mais ça repose la question de la légitimité. C'est-à-dire que si en plus ils ne sont pas mariés et qu'il devient président de la République, ça va être une première dans l'histoire de France d'avoir un couple illégitime comme ça à la tête de l'État. Donc elle a raison de dire qu'elle est un pied de chaque côté. Et effectivement, elle représente ces femmes, ces nouvelles femmes, on va dire, qui, jusqu'au bout, vont se battre pour leur carrière, pour leur personnalité, pour leur identité, sachant que c'est pas simple. C'est pas simple quand on est à cette place. Oui, je crois que c'est une personnalité profondément duale, Valérie Trierweiler. À l'image de tout ce que nous voyons d'elle depuis tout à l'heure et de tout ce que nous voyons tout le temps, elle est en effet un pied d'un côté, un pied de l'autre, mais je crois que ça correspond à une personnalité intime. D'accord. Et donc, ça n'est pas forcément très rassurant. D'accord. Elle n'arrive pas à choisir parce que finalement, elle est comme ça. Elle veut tout à la fois. Alors, je sais pas, c'est possible ça, Serge Effez, d'être comme ça? Bon, c'est possible d'être ambivalent, c'est possible de vouloir une chose et son contraire, mais enfin, il y a bien un moment où la vie vous amène à faire un certain nombre de choix. On est d'accord. Nous ne laisserons pas des caïds s'installer dans les quartiers de Grenoble, devenus à la fois leur proie et leur repère. Et je lutterai contre tous les trafics
toutes les mafias. Pas plus que je n'accepte la délinquance financière, la fraude fiscale. Pas plus. Je ne tolère qu'un petit caïd, avec sa bande, mette une cité en coupe réglée et fasse vivre à ses habitants un enfer. À tout cela, aux délinquants financiers, aux fraudeurs, aux petits caïds, je les avertis. Ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, le prochain président les prévient. La République, oui, la République, vous rattrapera. Alors, un petit caïd avec sa bande, mettre une cité en coupe réglée, lui faire vivre un enfer, hein, comme ça, à l'entendre, on a l'impression de réécouter des discours de Nicolas Sarkozy. Alors, on se doute bien que François Hollande y a pensé à ces références. Enfin, on le voit mal faire ça par hasard. Alors, Damon Mayafre, selon vous,